Bonjour Dominique de Scherf. Bonjour Tu Bertrand. es diplomate, tu as été ancien diplomate, ancien ambassadeur et tu collabores à Royaliste et de temps en temps tu donnes également des articles sur mon blog, ce dont je te remercie. On va parler d'un sujet brûlant, le Proche-Orient, plus particulièrement le conflit entre Israël et les Palestiniens. C'est un conflit qui est long et j'aimerais que dans un premier temps tu évoques les principaux moments de ce conflit. Oui, en fait ce conflit remonte à la dissolution de l'Empire ottoman. En 1917, donc, les Britanniques, à l'époque, se sont emparés de Jérusalem et ont ensuite reçu le mandat sur la Palestine. La Palestine, c'est-à-dire à ce moment-là, qui est l'ensemble du territoire entre le Liban, la Syrie et l'Égypte. Bon. Puisqu'ils avaient également le mandat sur la Transjordanie. Donc voilà le mandat britannique, tandis que le mandat français, c'était la Syrie et le Liban. Donc les choses sont claires là. À partir de la Première Guerre mondiale, on se trouve en présence de deux revendications contrariées. L'une, c'est le nationalisme arabe, et l'autre, c'est donc la promesse qui avait été faite pendant la Première Guerre mondiale de la création d'un foyer juif par l'Angleterre, par le cabinet de Londres, la déclaration Balfour, de Lord Balfour, et donc a commencé, il y avait déjà bien sûr des juifs sur place, ils n'étaient jamais partis, puis il y a ceux qui étaient arrivés petit à petit, mais c'était très faible. Et donc, par divers moyens d'achat de terre, la plupart du temps d'ailleurs à l'amiable, appuyé par la Fondation Rothschild, etc. Donc, l'agence juive, à l'époque, a permis l'implantation de plus en plus nombreux de juifs dans l'entre-deux-guerres. Et donc, il y a eu une première réaction arabe. À ce moment-là, on ne parlait pas encore de Palestiniens. Tout le monde était palestinien. Les Palestiniens d'ailleurs étaient les Israéliens. Et c'était les habitants de la Palestine, tout le monde, tout compris, y compris les Juifs. Donc, en 1936, le nationalisme arabe a trouvé qu'il y avait déjà, qu'il commençait à y avoir un peu trop déjà d'implantation juive. Et il y a eu ce qu'on appelle la révolte arabe, qui a fait beaucoup de morts aussi, y compris bien sûr parmi les Juifs, mais également surtout aussi parmi les Britanniques, qui gouvernaient le territoire sous mandat de la Société des Nations. Ce n'était pas une colonie britannique, bien entendu. Voilà. Donc ensuite, tout ça, n'a cessé de croître. Jusque donc après la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Société des Nations, fin des mandats. Donc, nous aussi, la Syrie et le Liban, on gagne leur indépendance. Il faut bien aussi donner l'indépendance à la Palestine et la Transjordanie. Et là, les Anglais donc négocient avec l'ONU qui prend la suite de la SDN des plans de partage. Et donc en 1947, c'est la première grande résolution des Nations Unies, 29 novembre 1947, qui partage donc cette Palestine en un État arabe et un État juif. On ne parle pas à ce moment-là ni d'Israël ni de Palestiniens. État arabe et État juif. Avec des contours assez divers. Bon. Les pays arabes refusent cette résolution et lancent une opération donc
militaire qui repoussait, et les Israéliens, donc là, gagnent et créent l'État d'Israël, donc en mai 48, dans les lignes du cessez-le-feu. Bon. Donc les frontières d'Israël de l'époque, de 48, c'est des lignes de cessez-le-feu, qui étaient signées à Rhodes en 49. Après cela, on a donc, on n'a pas d'État arabe. Il y a un État juif donc qui devient Israël, mais l'État arabe, en fait, c'est la Jordanie, ex-Transjordanie, qui annexe la Cisjordanie, tandis que la bande de Gaza est, elle, sous tutelle égyptienne. Guerre de 67, déjà 56, guerre de 56, Israël conquiert Gaza et le Sinaï, puis l'Iran, l'opération de Suez. En 67, idem, Israël envahit la Cisjordanie cette fois aussi, Jérusalem-Est, Cisjordanie, et encore la bande de Gaza, qui avait été retournée aux Égyptiens. Et là, les Israéliens conservent la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza. Vient la guerre de 73, guerre de Kippour, où là, les Égyptiens donc, tentent encore une opération militaire qui est repoussée. Israël conquiert, donc je passe sur le Golan, conquiert la Sinaï à nouveau, et qu'il rend quelques années plus tard, en 79. Et on en reste là. Il n'y a plus de guerre depuis, donc on en reste là, en l'état. La bande de Gaza est évacuée par les Israéliens en 2005, sous Sharon. Il y avait des colonies, l'implantation, ce qu'on appelle, on reviendra sur ces appellations, donc des kibboutz, en fait des kibbutzim, comme ceux qui ont été attaqués le 7 octobre, qui étaient installés aussi dans la bande de Gaza, sont évacués, retirés. Donc la bande de Gaza s'auto-administre depuis cette époque, depuis 2005. Voilà. Et là, j'ai oublié une étape, c'est 1993, les accords d'Oslo, qui ne concernent pas vraiment Gaza, mais les accords d'Oslo pour sur un accord de partage de la Cisjordanie. C'est-à-dire qu'une partie donc des implantations juives en Cisjordanie, qui avaient été créées donc, depuis 1967, serait maintenue en échange donc de la création d'une autorité palestinienne au début sur le reste de la Cisjordanie peuplée par des Palestiniens. Et c'est le régime juridique actuel. La Cisjordanie est partagée donc en une autorité palestinienne qui a son siège à Ramallah et qui c'est assez compliqué, le régime qui partage un peu le gouvernement de la Cisjordanie avec l'État d'Israël. Alors, il y a aussi une grande rencontre diplomatique, c'est le sommet de Camp David en 2000. Oui, oui. Que s'est-il passé cette année-là? Oui, donc là, c'est un nouvel effort de paix engagé par le président Clinton, qui est proche d'ailleurs, qui a été très proche d'aboutir. C'était encore Yasser Arafat qui était vivant, il est mort en 2004. Il était rentré d'abord à Gaza d'ailleurs, et ensuite à Ramallah en 1994, juste après les accords de 93. Là encore, c'était pour, j'allais dire, pérenniser une sorte de partage de l'autorité en Cisjordanie avec en effet la création d'un État palestinien. Très bien, mais ce conflit entre Israël et les Palestiniens
c'est aussi un conflit en Orient, puisque tous les pays de la région sont impliqués dans ce conflit. Tu as parlé de l'Égypte, la Syrie, l'Irak ont été ou sont impliqués, l'Iran également, depuis un certain nombre d'années, l'Arabie saoudite, et le Liban a été impliqué très considérablement, puisque la guerre civile libanaise est un des éléments de cette question d'Orient. Est-ce que tu peux, là encore, résumer ce jeu complexe entre les puissances régionales? Là encore, on repart du passé. Lorsque donc, Israël a créé l'État en 1948, il y a une partie de la population arabe située au sein de ce nouvel État qui s'est réfugiée dans les pays voisins. Une partie est restée sur place, hein, c'est les 20% d'Arabes israéliens. L'État d'Israël aujourd'hui compte 20% de population arabe israélienne, qui sont des Palestiniens. Bon, en Cisjordanie, donc, il y a eu cet afflux de réfugiés, à la fois sur Gaza, sur la Cisjordanie, mais aussi au Liban, en Syrie, dès le début, et en Jordanie, bien entendu. Il faut dire quand même que cet État d'Israël était quand même peuplé très majoritairement bien sûr, d'une population arabe. Population arabe, donc, qui se sont réfugiés dans les pays voisins. La Jordanie d'aujourd'hui, sans compter la Cisjordanie, l'ex-Transjordanie, la Jordanie d'aujourd'hui, compte, je crois, 2/3 de sa population palestinienne. Le reste, la Jordanie initiale, c'était des tribus bédouines, hein, c'était tout, dans le désert. Alors 67 idem, nouvel afflux de réfugiés. Bon. Donc, à part l'Égypte, qui n'a jamais voulu accepter aucun réfugié, la Jordanie, le Liban, la Syrie, abritent des camps de réfugiés au sud Liban, par exemple. Au Liban, on parle toujours du Hezbollah, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 1,5 million de réfugiés palestiniens dans des camps, toujours aujourd'hui. C'est-à-dire presque 70 ans, hein, même plus, 70 ans plus tard. Bon, évidemment, ce ne sont plus les réfugiés d'origine, c'est les petits-fils et les arrière-petits-fils. On compte, je crois, enfin plus de 6 millions de réfugiés palestiniens dans les pays voisins. Hein. Bon. Et ces camps de réfugiés, tu parlais de la guerre civile libanaise, ces camps de réfugiés ont été au cœur aussi de la guerre civile. Ils ont fourni des milices. On parle des milices Hezbollah, mais le Hezbollah, c'est des Libanais, c'est pas des Palestiniens. Les réfugiés palestiniens, il y avait d'ailleurs, récemment, j'ai vu un représentant, celui qui s'intitulait le représentant du Hamas au sud Liban, qui sont donc des Palestiniens, avec les camps de réfugiés, dont on sait qu'ils étaient armés. Hein. Ils sont armés, toujours. Bon. Il n'y a pas que le Hezbollah. Donc, les pays immédiatement voisins ont ce poids, ce fardeau de population palestinienne qui s'est incrusté, mais est toujours protégé dans des camps et sous la protection des Nations Unies. L'UNRWA, c'est-à-dire l'Office des Nations Unies pour les réfugiés du Proche-Orient. Voilà. À distinguer donc cette politique de la politique des voisins, des partenaires arabes plus éloignés, que tu as cités, comme l'Arabie Saoudite, les Émirats, l'Iran, etc., qui, eux, alors, oui, il y a une tradition, il y a également beaucoup de Palestiniens qui ont émigré dans ces pays. Par exemple, le Koweït, avant la guerre de Saddam Hussein du Golfe, la première guerre du Golfe, le Koweït était entièrement tenu par des Palestiniens.
je veux dire, toutes les banques, les industries, les bureaux, c'était des Palestiniens, parce que les Koweïtiens, évidemment, ils sont très peu nombreux, ils étaient des Bédouins aussi. Donc, toute l'élite, même en Arabie Saoudite, il y a beaucoup il y a des Libanais, il y a des Palestiniens qui font marcher beaucoup d'organisations, d'institutions, d'activités dans tout le monde. Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que là, les évolutions ont été beaucoup plus rapides dans les pays du Golfe. C'est-à-dire que avec la succession l'arrivée au pouvoir, surtout de la nouvelle génération, hein, les MBS, MBZ, etc., les princes héritiers des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite, etc., et du Qatar aussi. Ces gens-là n'ont plus la même perception du problème palestinien que leurs parents ou grands-parents, ou que les gens de la rue, chez eux. Donc il y a une évolution qui a permis les fameux accords d'Abraham, encouragés par les États-Unis, du temps de Trump, il faut lui reconnaître. Mais enfin, bon, Trump, c'était un mouvement, c'est pas uniquement dû à Trump, c'était un mouvement profond, je te dis, des nouvelles générations dans le Golfe, la péninsule arabique. Et en réaction contre l'Iran, bien sûr. Donc, les princes héritiers, là, ont compris qu'il fallait changer un peu d'attitude, et ils ont besoin de stabilité, de paix, de sécurité pour leur régime d'abord, et donc il faut bien donc ils ont signé, l'Arabie saoudite était proche de signer des accords avec Israël qui permettaient de même de dire que après il y avait eu beaucoup d'accords, d'échanges, notamment avec les Émirats arabes unis. Les Israéliens qu'il peut y avoir, disons, une coexistence pacifique entre Israël et les pays du Moyen-Orient, indépendamment, en reléguant évidemment la question palestinienne au deuxième rang, au deuxième plan. Ce qui correspondait à un mouvement de la société, indéniable. Sinon ça n'aurait pas eu lieu. Et qui fait que, pour moi, je considère que les accords d'Abraham ne sont pas morts. Dans la perspective, on y viendra, de l'après, pour Israël, les voies, j'allais dire, d'une coexistence pacifique, comme je l'ai appelé, s'imposent. Et bien entendu, c'est ce qu'a bien compris le Hamas, et c'est à mon avis une des raisons de son action du 7 octobre. Alors on reviendra aux perspectives un peu plus tard, mais on va rester à l'analyse du passé. Quelle est l'importance des facteurs religieux? Parce qu'en France, on parle énormément, mais souvent essentiellement de questions religieuses par rapport au monde arabe, lié à l'islam, etc. Et bon, il y a eu une révolution en Iran également, l'Arabie saoudite est connue pour ses positions en matière religieuse. Quelle est l'influence des facteurs religieux dans le jeu des puissances régionales en Orient? Oui, c'est traditionnel, bien entendu. Et en disant c'est traditionnel, je veux dire que ça a perdu quand même de son importance relative au cours des âges. Il fut un temps, évidemment, on peut le regretter, où nous étions, la France, protecteur des lieux saints, et une sorte de... avant le pape, avant Rome. La France avait cette mission, qu'elle tenait d'ailleurs non pas de Rome, du pape, mais du sultan.
Nous y reviendrons tout à l'heure quand nous parlerons du jeu de la France dans cette région du monde. Voilà. Oui, mais enfin, c'est ça. Les chrétiens d'Orient, ça sort de là, ça vient de là. Hein, ça vient de cette protection traditionnelle de la France. Ça s'étend au-delà, bien au-delà d'Israël, hein, Jérusalem, ça s'étend à l'Irak. L'Irak, on protégeait les chrétiens d'Irak, les Chaldéens, hein, tout ça. Ça s'étend aux Coptes d'Égypte, bon, etc. Aujourd'hui, par exemple, je lisais qu'il y a 600 chrétiens qui sont menacés dans la bande de Gaza. Bon. Je connais bien la bande de Gaza, évidemment, il n'y a pas beaucoup de chrétiens, il y a quelques religieuses qui faisaient de l'action humanitaire, bon. Quelques petites sœurs de Foucault. On parle de 600 chrétiens menacés, mais il y a 2 millions de gens dans la bande de Gaza qui sont menacés. Il n'y a pas de raison, je veux dire, de faire le cas particulier. Comme tu faisais mention de la presse, d'une certaine presse en France, on se scandalise qu'il y a 600, on essaye de battre l'émotion des gens parce qu'il y a 600 chrétiens qui seraient menacés, mais c'est 600 Gazaouis. C'est pas parce qu'ils sont chrétiens qu'ils sont menacés, c'est parce qu'ils sont Gazaouis actuellement. Et ils sont menacés pas par les frères musulmans ou le Hamas, ils sont menacés par Israël. Alors c'est ça, bon, et c'est vrai que la politique d'Israël vis-à-vis des chrétiens, en Israël même et à Jérusalem, n'a pas toujours été très favorable. Hein. Il ne faut pas non plus mettre d'un côté. On parle toujours tu connais mon aversion pour l'expression judéo-chrétien, avec un trait d'union. C'est pas le cas du tout en Israël. Bon, alors, reste. Je veux dire, bon, le christianisme, il y a son berceau, bien entendu. J'avais écrit il y a très longtemps qu'il y avait aussi sa bière, parce que, en fait, tous les chrétiens qui étaient, Bethléem, on parle de Noël, là, Bethléem, qui était en grande majorité chrétienne, une ville à grande majorité, il n'y a plus qu'une toute petite minorité de chrétiens. De chrétiens, je ne parle même pas de catholiques, hein. Je parle parce que les chrétiens, la majorité des chrétiens d'Israël sont des Grecs orthodoxes, il ne faut pas l'oublier, bon, comme au Liban, bon, par les Maronites. Alors donc, le problème n'est pas le christianisme. D'ailleurs, le Vatican avait fait la paix avec Israël, avait fait des accords. Les relations entre Israël et le Vatican sont assez bonnes, hein, depuis 1993. Par contre, alors donc, il y a le problème en effet de l'islam. Alors l'islam, c'est assez complexe parce que au début des choses, pendant longtemps, disons, on a représenté le mouvement palestinien comme un mouvement purement nationaliste, séculier, laïque, hein, tout ce qu'on veut, comme Saddam Hussein et Bachar al-Assad, hein, les grands laïcs du monde arabe, grand pouvoir laïque. Bon, dans la tradition d'ailleurs de Nasser aussi, qui se sont pris beaucoup évidemment aux frères musulmans alors ceci étant, si on regarde les origines de l'OLP, même de Yasser Arafat lui-même, à Gaza, ce sont les frères musulmans. Yasser Arafat était un membre des frères musulmans à Gaza quand il a créé le Fatah d'abord, puis ensuite l'OLP. Hein. Bon. Donc c'est comme on a cette vision aussi rétrospectivement du FLN en Algérie, où on disait que le FLN était un mouvement purement aussi laïque et séculier, etc., au fin temps de la guerre d'Algérie, je crois. Alors que maintenant on a découvert en fait qu'il y avait aussi bien sûr un substrat religieux derrière le nationalisme algérien. À l'époque, on cherchait les substrats communistes, idéologiques. Oui, alors l'influence soviétique. Ça, pour l'instant, c'est terminé. Bon. Et, alors, c'est vrai que longtemps, on a pu considérer que la question de Jérusalem, le statut de Jérusalem, allait être le déclencheur de la 3e ou 4e guerre mondiale. On l'a, beaucoup de juifs, notamment, l'ont écrit. Parce qu'évidemment, on concentre sur un même
kilomètres carrés, toutes les religions. Toutes les religions on peut même remonter au-delà, même avant le judaïsme, dans les religions paganisme, c'est toujours sur les mêmes lieux que se sont constitués le temple, les mosquées, les églises, je ne reviens pas, l'histoire des croisés, etc. Bon. Donc, c'est vrai qu'il y a une sensibilité bien sûr particulière qu'il faut traiter, mais moi je reste persuadé que quelles que soient bien sûr les motivations des acteurs des deux côtés, ce n'est pas le facteur religieux qui est déterminant. Ça reste quand même, et même d'ailleurs si c'est religieux, ça reste un problème territorial, de terrain. Alors on a commencé à évoquer l'Union soviétique, donc il faut que nous parlions du jeu des grandes puissances, puisque ce n'est pas une partie dans un monde clos. Il y a eu le jeu des États-Unis et de l'Union soviétique pendant la guerre froide, et il y a toujours le jeu américain aujourd'hui au Proche-Orient. Est-ce que tu peux, là encore, tracer les grandes lignes de cette rivalité et des objectifs des deux principales superpuissances à l'époque de la guerre froide et des États-Unis, les objectifs des États-Unis aujourd'hui? À l'époque de la guerre froide, oui, puisque cette région était, depuis, il y a eu plusieurs époques. Il y a eu d'abord, donc avant la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire britannique, qui a dominé la région, il faut le dire. Nous, bien sûr, on était là avec le petit Liban et Damas, mais l'Empire britannique, quand même, depuis d'ailleurs qu'on avait cédé l'Égypte, parce qu'on avait quand même aussi une puissance dominante en Égypte au XIXe siècle. Et tout ça, donc la France, je parle. Donc, tout ça, voilà, l'Empire britannique. Alors, avec la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont pris pacifiquement la place de l'Empire britannique, y compris dans les compagnies pétrolières, puisqu'en fait, l'essentiel de l'intérêt de cette région, il y en a deux, il y en a qu'un même, parce que c'est rien au même, c'est la production pétrolière et donc l'acheminement de ce pétrole à travers le détroit d'Ormuz et et le canal de Suez. Et ramener les choses à la réalité. Bon, l'intérêt des États-Unis, comme tu dis, avant la guerre froide et pendant la guerre froide, et depuis, non, ça vient de changer, c'est la production pétrolière. Bon. Alors ça a changé, ça vient de changer. Bon, revenons à donc États-Unis, bon, pétrole, bon, contrôle. Le choc, là où c'est devenu évident, parce que ça avait été relativement dissimulé avec les suites de la Seconde Guerre mondiale, c'est la crise de 1956, bien sûr, où là, il y a une rupture entre les États-Unis et la France et l'Angleterre, Israël d'ailleurs aussi. Les Anglais n'en sont jamais revenus d'ailleurs, du veto américain d'Eisenhower sur l'opération de Suez. Et ça a marqué complètement la fin de leur empire au Proche-Orient, au Proche-Moyen-Orient, d'un seul coup. Ils ont mis du temps à s'en remettre. Israël s'en est remis, mais en fait s'en est remis en s'alignant sur les États-Unis. Alors que, en tout cas jusqu'en 1967, mais surtout encore jusqu'aux années 60, disant ouais, mais l'État d'Israël avait deux protecteurs, c'était la France et l'Angleterre. Ce n'était pas les États-Unis, qui eux fricotaient avec les princes arabes et les compagnies pétrolières. Et Israël ne voulait pas en entendre parler au début de la guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale, il faut s'en souvenir.
Donc, en 1956, changement complet d'alignement. Israël, bon, la France et l'Angleterre, et la France aussi, s'alignent sur les États-Unis. Ils ne peuvent pas faire autrement. Les États-Unis ont mis le veto sur la fin de la puissance ce qu'ils appelaient coloniale ou impérialiste de la France et de l'Angleterre et d'Israël dans le Moyen-Orient, en s'alignant complètement, parce que Roosevelt avait fait une alliance donc, avec le roi Saoud en 1944, et c'était évident, c'était pas dans l'intérêt d'Israël. Donc tout ça, en 1967, ça change, non, ça change. Les États-Unis deviennent le protecteur d'Israël aussi, en même temps que des pays arabes. Pourquoi? Parce que là, l'URSS, à l'époque, a montré le bout de son nez. En 1967, ils ont voulu régler le problème aussi, faire partie, disons, du règlement du problème. Et les États-Unis n'en voulaient pas, donc pour les mettre dehors. Donc, 1967, les États-Unis deviennent le protecteur attitré et à tout point de vue, financier, militaire, etc., d'Israël. Bon. Donc ça a bloqué l'entrée de l'URSS dans la zone. Et en fait, l'URSS ou la Russie a été exclue pratiquement du jeu jusqu'au retour de Poutine dans la guerre de Syrie en 2005. Il y a eu un effacement total, puisqu'après la guerre du Golfe, tout ça, les États-Unis faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y avait plus aucun contre-pouvoir. Après la guerre froide, ça a été terrible. Et la France, bien sûr, et l'Angleterre, etc. Plus personne n'a pu s'opposer à la domination exclusive des États-Unis dans la zone. Alors, on va en venir à la politique de la France dans cette région, qui a beaucoup évolué, et notamment par rapport à Israël. Est-ce que tu peux rappeler la position de la France sous la 4e République, en gros, et jusqu'au fameux discours du général de Gaulle, enfin l'allocution du général de Gaulle en 1967? Oui, bien sûr, c'est ce que je viens de dire, donc, avec Suez. Donc la France, il faut remonter donc aux discussions de 1947 sur le 46-47 sur donc le partage de la Palestine entre un État arabe et un État palestinien. La France à l'époque était préoccupée donc par une seule chose, c'est de rester présent ou de redevenir présent, parce que du temps du mandat, les Anglais ne nous ont pas du tout laissé faire, même au niveau religieux. La période de l'entre-deux-guerres, les Anglais n'ont pas accepté la présence française en Palestine, qui était donc traditionnelle. En fait, c'est la France qui aurait dû recevoir le mandat sur la Palestine. Parce que c'est la France, enfin au moins en tout cas sur Jérusalem, puisque c'est la France qui était gardienne, officiellement reconnue par tout le monde, des lieux saints. Et sur cette base, donc, en 1920, là encore, c'est les accords de San Remo, on ne reviendra pas, la France s'est fait rouler dans la farine par l'Empire britannique, à l'époque par Londres, sur cette affaire de mandat sur la Palestine. Bon, alors donc, et ça on l'a fait pour garder, bon, même pas pour garder le mandat sur le Liban et la Syrie, parce que ça ne nous était pas contesté. Bon, donc en 1945, quand le mandat britannique devait se terminer, la France a voulu revenir dans sa position qui était la sienne de tout temps, qui est donc d'avoir une certaine, disons, responsabilité,
il ne faut même pas parler d'autorité, de responsabilité par rapport à Jérusalem et au lieu saint. Donc on a imaginé cette idée sur laquelle on a longtemps vécu, on vit toujours plus ou moins dans la tête, le corpus separatum. Le corpus separatum, ça veut dire que c'est une entité séparée. Hein. Il y a l'État arabe, il y a l'État juif, mais il y a une entité séparée au milieu qui est le grand Jérusalem, en fait, puisque c'est Jérusalem, Bethléem, c'était pas seulement que la ville de Jérusalem, hein, c'était bon. Sur laquelle, donc, il y aurait une autorité internationale et qui aurait été plus ou moins présidée par la France. Bon. Et on a continué. Alors bon, ça évidemment, c'était accepté, ça fait partie d'une résolution. Mais, bien entendu, la guerre de 48 entre les Arabes et les Israéliens, tous les deux ont envahi Jérusalem, l'un par l'est, l'autre par l'ouest, et ils se sont partagés. Donc, la ville de Jérusalem est partagée donc sur une ligne qu'on appelle la ligne, bien sûr, qui est la ligne de 48 en fait. On dit la ligne de 67, mais c'est les frontières de 48. Donc, la France a été déboutée de son rôle là. Et n'a cessé de réclamer d'Israël et de la Jordanie la protection des lieux saints. Ça s'est fait donc pendant de 48 à, moi quand j'étais là-bas c'était encore le cas, hein, donc de 48 à ce qu'il y ait donc les accords avec le Vatican et les accords d'Oslo, c'est-à-dire jusqu'à 93, donc pendant 45 ans, là, nous, la France, eux, on défendait la théorie du corpus separatum. On ne niait pas l'État d'Israël, on a reconnu l'État d'Israël, bien sûr, tout de suite, en 48. On a reconnu aussi, on n'a pas reconnu le statut d'occupation, bien sûr, sur la bande de Gaza, ni sur la Cisjordanie, ni par la Jordanie, ni par Israël. Et donc après, ils ont cette protection, cette idée de corpus separatum, qui était aussi défendue par le Saint-Siège, hein, par Rome, c'est la position traditionnelle de l'Église catholique, en signant un accord donc, de reconnaissance d'Israël. Le Vatican a plus ou moins donc abandonné aussi cette théorie contre une protection, j'allais dire, juridique, disons, des lieux saints. Bon. Les Palestiniens, de leur côté, il y a eu des accords donc, qui ont été faits pour la protection des lieux saints musulmans, qui sont, je le précise, toujours sous l'autorité de la Jordanie. La protection du dôme du rocher de la mosquée Al-Aqsa, son administration, se fait toujours par une autorité religieuse qui dépend d'Amman. Bon. Parce qu'il n'y en a pas en Israël, de toute façon. Une autorité religieuse qui peut garantir. Bon. Alors donc, indépendamment de cette politique donc, de protection du corpus separatum, la France, bien sûr, était tout à fait favorable à l'État d'Israël. D'autant que tout le milieu politique français de la 4ème République, dont tu parles, était favorable, en partie juive d'ailleurs, et en partie favorable de toute façon, hein, était tout à fait favorable. Il y a un courant d'opinion, l'opinion générale, l'opinion publique, qui est favorable à l'État d'Israël, hein, qui était sorti comment vais-je dire, de la Shoah, de la déportation, un peuple héroïque, Tzahal, les kibbutzim, il y avait une exaltation de toutes les formes nouvelles de communautarisme, en fait, juif en Israël. Et alors, arrive donc 67, arrive 67, arrive déjà 59, 60, hein. 61, bon. De Gaulle, parce que d'ailleurs on sortait de Suez, il faut toujours repartir de Suez, à mon avis, dans cette histoire, pour ce qui nous concerne, et ce qui concerne les grandes puissances. À
à Suez, on a été tellement frères d'armes entre l'armée française, l'armée israélienne, et l'armée britannique, une opération conjointe. On a mené une opération conjointe, il ne faut pas l'oublier. Donc, De Gaulle, bon, il n'a trop rien dit au moment de Suez, mais après, quand il est revenu au pouvoir, il a vu quand même que, bon, alors en plus on avait, bien sûr, favorisé par la recherche scientifique la mise au point d'une bombe atomique à Dimona. Il y a un réacteur atomique qui a été créé qui a été fait par les Français en même temps que nous faisions. Ça c'est avant 58, c'est en 57, 56, 57, toujours 56, 57. On faisait nos propres recherches, nous, en France, pour créer une bombe atomique, la bomba, qui est arrivée seulement qu'en 60-61, et on le faisait en même temps avec les Israéliens, à Dimona. Bon. Donc, De Gaulle, en arrivant au pouvoir, bon, il a vu quand même tout d'un coup que les relations étaient quand même très étroites, et il a commencé à mettre de l'ordre dans la coopération militaire franco-israélienne bien avant 67. Et alors en 67, bon, ben là, il a pris la décision, bien sûr, que l'on sait, de dire, de considérer que le blocus qu'avait organisé l'Égypte contre Israël, Israël, donc, vous savez que l'Égypte a bloqué donc, le golfe d'Aqaba, donc, qui arrive, Aqaba c'est Eilat. Du côté israélien, il y a le port jordanien d'Aqaba et le port israélien d'Eilat, et qui était donc une possibilité donc d'être ravitaillé ou de commercer donc, par le golfe d'Aqaba vers la mer Rouge, dont on reparle aujourd'hui. Et donc le Nasser avait donc fait un blocus, et puis il y avait eu d'autres mesures également de pression qui annonçaient donc en fait une menace sur Israël. Mais De Gaulle avait conseillé aux Israéliens de ne pas bouger et d'attendre en quelque sorte que c'était un peu, comment on appelle ça, à la bataille de comment messieurs les Anglais tiraient les premiers, oui. Au XVIIIe siècle. Donc il avait dit voilà, c'est une position d'ailleurs qui a évidemment été beaucoup discutée, indépendamment de son appréciation sur le peuple juif d'élite et de dominateur. Donc il admirait, mais enfin bon, il avait dit bon, il ne faut pas que l'État d'Israël, bien sûr, se montre trop gourmand, parce qu'il va y avoir sinon des conséquences, etc. Enfin, il avait envisagé que, évidemment, si Israël devient trop fort, les États arabes vont vraiment se liguer contre lui, etc. Donc, il a estimé que Israël n'aurait pas dû prendre l'initiative de la guerre des 6 jours, et il a donc non seulement condamné la guerre, mais également, ce qui évidemment a été beaucoup plus mal reçu, il a évidemment interrompu toute livraison de pièces détachées, etc., étant entendu qu'une bonne partie, encore, puisqu'on est de l'armement israélien, était d'origine française, depuis la 4e République, dont on parlait. Donc ça, évidemment, bon, depuis ce temps-là, en fait, il faut dire vraiment que depuis 1967, depuis la guerre des 6 jours, les relations franco-israéliennes n'ont jamais repris, certainement pas leur niveau d'avant, ça c'est certain, mais même il y a toujours eu un grand malaise, plus qu'un malaise à certains moments, mais même le président Mitterrand qui voulait vraiment... par son discours à la Knesset en 1982, quand il est arrivé au pouvoir, il pensait que, du fait de son passé, de l'image de la 4e République, les relations avec Israël allaient retrouver, disons, leur prestige d'antan. Or, ce que n'avait pas très bien compris
Mitterrand lui-même, mais aussi un certain nombre de ses amis français, l'État d'Israël n'était plus le même que celui qu'il avait connu dans les années 50. C'était plus ce qu'on a dit, l'exaltation des kibbutzim, le socialisme démocratique, enfin, en quelque sorte, c'était ça, la création de l'État d'Israël. C'était un socialisme démocratique qui plaisait donc beaucoup à toute la gauche européenne, pas seulement française. Et donc, en 1982, c'était plus du tout la même démographie israélienne. Les survivants de la Shoah, les Ashkénazes, héroïsés, à juste titre, bon, c'est devenu une minorité, parce que la majorité de la population israélienne à l'époque était soit née en Israël, soit née dans les pays arabes, au Maroc, en Algérie, etc. Et ils avaient fui les pays arabes, l'Irak, tout ça. C'était donc des séfarades qui n'avaient pas connu la Shoah, et qui donc ont donné en 77, 77-78, la majorité au parti Likoud, la partie de la droite sioniste, Jabotinsky, contre les amis de Ben Gourion, Golda Meir, les partis travaillistes, les Pérez, tous les amis de la France. Les autres sont beaucoup plus encore francophones, puisque ce sont des juifs marocains, surtout des juifs marocains d'ailleurs beaucoup, qui ont pris l'avantage à l'époque dans l'électorat. Bon. Après, alors ça c'était la situation en 82. 20 ans plus tard, encore un changement démographique avec l'arrivée des Russes, des Juifs de l'Union soviétique. 1 million de Juifs tout d'un coup sont arrivés de l'Union soviétique, qui n'avaient alors aucune notion de ce que c'était un pays arabe, de ce que c'était de vivre dans une région du Moyen-Orient. Alors, à nouveau, un glissement sur la droite, de droite. Donc, la population israélienne dominante s'est retrouvée de plus en plus en décalage avec la diaspora. Les juifs français, les braves juifs français, même les juifs américains, les juifs américains sont des votes démocrates. Les juifs français votent à gauche la plupart du temps, bon, traditionnellement. Alors aussi ça change, mais voilà. Donc il y a ce hiatus entre la politique intérieure israélienne et le reste du judaïsme international. Et des forces politiques qui les soutiennent, socialistes. Alors, à partir ou en relation avec la politique gaullienne, on parle d'une politique arabe de la France. Quelle est la dose de réalité dans cette expression? Oui. Alors, c'est vrai que le calcul, on attribue, on prête au général de Gaulle l'idée que dès quand il a voulu donc mettre un terme à l'Algérie française, c'était parce qu'il avait vu que, évidemment, mais ça tout le monde pouvait le voir, bon, que ce conflit algérien empêchait toute politique internationale indépendante, disons, qui a un certain écho dans le reste du monde de la part de la France, puisque la France était vue comme vraiment une vieille puissance coloniale qui s'accroche, c'était une image qu'on donnait de la France à l'étranger, et qui empêchait évidemment, qui empêchait la grande politique que le général de Gaulle aurait voulu instaurer pour faire rentrer à nouveau la France dans le concert des grandes puissances, dont elle avait été exclue à Yalta. On sait bien que
le leitmotiv, tout ça, de la pensée du général de Gaulle à cet égard. Alors, c'est vrai que, bien sûr, on était attaqué tout le temps, à l'ONU, par exemple, partout, même par les Américains, surtout par les Américains, bien entendu. Jusqu'en 1956, on considérait la France et l'Angleterre comme des vieilleries, de vieilles peaux colonialistes, etc., avec lesquelles on ne pouvait pas faire confiance, travailler. Ils n'étaient pas du tout adaptés au monde moderne. Bon, alors donc, l'idée était quand même, donc, en se débarrassant de l'Algérie française, et d'ailleurs de toute velléité coloniale dans le reste de l'Afrique, de renouer, donc de retrouver, disons, une audience parmi les populations arabes qu'on avait complètement contre nous. Et ça, donc, là encore, on l'a vu en 1956, lors de la crise de Suez. Tout ça était devenu évident aux yeux du général de Gaulle. Bon. Ceci étant, une politique arabe, à l'époque, c'était assez difficile à imaginer, parce que, bon, il y avait beaucoup de... La dominante était plutôt le nationalisme arabe, on l'a dit, laïque. Mais tous ces régimes arabes, bien qu'on avait un regain de prestige très, très fort, pas seulement d'ailleurs ensuite dans le monde arabe, mais dans le reste du monde, mais le monde arabe lui-même, les relations étaient quand même très difficiles à nouer. C'est pour ça que 67 a dû aussi, le choix qu'il a fait en 67 a dû aussi jouer pour dire, bon, là on défend quand même, tout en ne voulant pas diminuer bien sûr la sécurité d'Israël, on défend les aspirations du monde arabe, mais là encore, je veux dire, bon, il a mis beaucoup de temps à se concrétiser, hein, y compris d'ailleurs les échanges économiques. Il faudrait reparler aussi après, bien sûr, des relations qui ont été difficiles à nouer avec l'Algérie indépendante. Bon. Et c'est là, en effet, que, bon, dans les ouvrages plus récents, on met l'accent sur le fait que dans le passé, parce qu'on a aussi basé cette politique arabe sur le fait que, bon, on avait loué des relations du temps de François Ier, etc. Bon. Mais en fait, ces relations, François Ier, je le disais tout à l'heure, c'était avec l'Empire ottoman. C'était avec le sultan, c'était pas du tout avec les populations arabes. Hein? Et donc, on aurait été, évidemment, c'était plus difficile à l'époque, mais enfin, on serait beaucoup plus avisé à parler de politique orientale que de politique arabe. Parce qu'en fait, la tradition historique, de politique étrangère, c'était le soutien à l'Empire ottoman. À Constantinople, c'est pas de défendre les Arabes contre l'Empire ottoman, par exemple. Les liens n'étaient pas avec les pays arabes, avec les pays arabes qui n'existaient pas, il n'y avait que l'Empire ottoman. Il y avait les liens avec l'Iran avant l'Iran, c'est ni arabe, ni... Oui, mais c'est l'Orient. C'est l'Orient. Alors ça, évidemment, l'Iran, ça date du XVIIIe siècle. Mais, politique lente à mettre en œuvre, mais quand même au temps de Chirac, notamment, on peut parler, effectivement. En fait, la politique arabe, telle qu'on l'a définie, c'est plutôt une politique post-gaulienne que gaulienne, à ton avis? Oui. Alors, tout à fait. Bon, d'ailleurs, oui, parce qu'entre 67 et 60, le général de Gaulle n'a survécu que à peine moins de 2 ans à la guerre de 67. Hein. Bon, on dit que, évidemment, ça a joué un rôle dans son échec final. Certains disent ça, hein, bon, que, évidemment, le fait d'avoir perdu la confiance de la population juive française, Raymond Aron, etc., enfin bon, il y a d'autres,
n'a pas aidé, évidemment, le général de Gaulle à garder une majorité au référendum d'avril 69. Et y compris d'ailleurs, avant, le problème de la guerre contre le franc, qu'il a enrayé provisoirement. Mais tout ça beaucoup ne sont pas seulement des suites de 68, ce sont des suites de la guerre de 67. C'est pas du complotisme de dire ça. C'est des choses assez documentées. Moi, je dirais, je ne parlerai pas seulement de Chirac, mais l'un des maîtres d'œuvre de la politique arabe, c'est Pompidou. Il ne faut pas l'oublier, qui avait pris parti, parce que le coup d'État est en 62 pour Kadhafi, en Libye. Le coup d'État a eu lieu en 69, il n'a pas eu lieu du temps de De Gaulle. Donc il a pensé que la Libye allait être... D'ailleurs, toujours pareil, s'appuyer sur des régimes militaires jeunes, modernistes, séculiers, laïques, tout ce qu'on veut, mais des régimes autoritaires, quand même, on l'a vu par la suite. Bon, alors ça, c'est Pompidou. Giscard, alors lui, il a embrassé les accords, c'est lui qui est à l'origine de la seule déclaration européenne sur l'autodétermination du peuple palestinien. Il fallait le faire quand même. La déclaration de Venise de 1975, je crois. Hein. Oui, c'est le temps de Giscard, 76. Et Giscard, alors lui, évidemment, il n'a jamais mis un pied, d'ailleurs Pompidou non plus, n'a jamais mis un pied en Israël, hein, pas lui. Et Pompidou a été bousculé à Chicago hein, quand il a fait sa visite aux États-Unis. Bon. Donc Giscard, ça, très connu comme politique arabe, et bien sûr Chirac. Ceci étant, Mitterrand, bon, a navigué, il n'a pas rejeté. D'ailleurs, c'est toujours Jacques Lang là, qui, lui, va être reconduit encore à 80, plus de 80 balais à la tête de l'Institut du monde arabe. Hein, donc c'est pour dire que, et puis bon, Jacques Lang, évidemment, bon, que j'ai reçu d'ailleurs à Jérusalem, je me souviens très bien, avec sa femme et sa fille, mais c'était un familier aussi du Maroc, etc. Bon, je veux dire, alors, là encore, le problème de parler de politique arabe fait que ne signifie pas grand-chose, parce que, par exemple, est-ce que c'est une politique algérienne, une politique marocaine? Il y a tellement de... Bon, est-ce que c'est une politique pour le Qatar, ou est-ce que c'est une politique pour l'Arabie Saoudite qui sont opposés, alors qu'ici, on a des investissements de tout partout, hein, à Paris, on va dire en France, le Qatar, les Émirats. Un président se rapproche plutôt des Émirats, après le président suivant se rapproche du Qatar, le troisième président se rapproche de l'Arabie Saoudite. Il n'y a aucune... Je vois, alors, si c'est ça la politique arabe, il n'y a aucune d'ailleurs vision générale, et c'est je veux dire, un tour de passe-passe continuel. Alors, on va en venir au conflit actuel entre Israël et le Hamas. Les opérations militaires se déroulent en ce moment. Comment tu vois l'issue de ce conflit? On commençait à en parler un petit peu tout à l'heure. C'est ça. Bon, on n'a pas de boule de cristal. Ce qu'on voit simplement, c'est que ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est-à-dire cette attaque contre les kibbutzim, tous les kibbutzim qui environnaient la bande de Gaza, le nombre de morts, le caractère particulièrement cruel de ce bon, a été ressenti quand même, a créé un choc de société au sein de la société israélienne. Il y a un choc réel.
c'est pour ça que je dirais que ce qu'on dit, Netanyahou, pas Netanyahou, il faut le mettre de côté, c'est tout à fait superficiel, ça. Quel que soit le dirigeant israélien, soit Netanyahou, soit celui qui succédera, je veux dire, il y a une union nationale qui se manifeste face à ce genre d'événements. Moi j'ai connu, bon, c'est pas du tout comparable, enfin c'est pas comparable, mais quand il y a eu l'attentat en 2001, oui, en 2001, contre les tours à New York, bon, il y a eu une union patriotique américaine absolument délirante à l'époque. Or, l'existence des États-Unis n'était pas en cause. C'était un attentat indifférencié. En plus, ils n'étaient pas dirigés contre les Juifs. C'était dirigé contre les États-Unis. Mais ça ne mettait pas en cause l'existence. Ici, il s'agit d'actes, je n'appelle même pas ça des attentats, parce que des actes contre des Juifs, nommément, on s'adresse à eux, et qui mettent en cause l'existence d'Israël. Donc c'est un événement qui touche à l'existence d'Israël. Donc il y a une unité nationale, et je pense que quel que soit le gouvernement, ils agiraient de la même chose, de la même façon. D'ailleurs, l'idée d'avoir constitué ce cabinet de guerre, je l'ai écrit, entre tous les généraux, là, les anciens généraux, de quelque tendance qu'ils soient, les Likoud, travaillistes, etc., tous les généraux qui ont... parce que la colonne vertébrale, quand même, d'Israël, c'est son armée, qui n'est pas une armée de métier, qui est une armée nationale, qui est une armée de conscrits, une armée n'est pas une armée professionnelle, elle est professionnalisée aussi, mais c'est l'armée-nation, c'est la nation en armes, au sens de la Révolution française. Hein, c'est la nation en armes, ça. Donc, là, je veux dire, on ne peut pas dire, bon, mettons Netanyahou dehors, et puis voilà, on va cesser le feu, etc. Non. Les juges généraux ne peuvent pas accepter le cessez-le-feu pas plus que Netanyahou. C'est-à-dire, ils ont la population derrière eux. Donc, on peut évidemment avoir des pauses humanitaires, des accès humanitaires, tout ce qu'on veut, mais on ne peut pas faire actuellement de cessez-le-feu, puisqu'il y a eu une menace existentielle. Alors, l'éradication du Hamas, comme l'a dit Eli Barnavi dans un très bonne interview que j'ai lu dans, je crois que c'est le Nouvel Obs, ça ne veut pas dire, évidemment, de tuer tout le monde. Ça, bien sûr, c'est les capacités. Capacités opérationnelles et les têtes, l'organisation, la structure du Hamas qu'il faut casser. Bon. Alors, ils l'ont fait cette fois-ci de façon... L'armée l'a fait de façon différente, et ça, la tactique pourrait changer. Ils l'ont fait en repoussant, en traitant donc la bande de Gaza, je veux dire, par succès. Le nord d'abord, après le centre, maintenant ils en sont à Khan Younis, et puis il ne restera plus que Rafah. Bon. Donc, là, c'est une destruction systématique, parce que le Hamas, évidemment, est complètement imbriqué dans la population civile, dans les institutions civiles, tous ces tunnels, etc. Bon. Donc, pour détruire ça, il faut détruire pratiquement tout. Il faut détruire largement. Alors après, ces gens-là, les 2 millions de Gazaouis, ils vont aller où? Bon. Alors, il est évident que la solution est évidente. S'ils ne vont pas pouvoir revenir et reconstruire tout de suite. Donc, la solution évidente, ça aurait été de créer des camps du côté égyptien. Ce que ne veut pas l'Égypte. Bon, mais à un moment donné, la population, c'est-à-dire, c'est comme dans une cocotte minute.
bien sûr, si elle ne peut pas redescendre, remonter, elle ne peut pas descendre, c'est pas possible. Donc, moi je vois la bande de Gaza de demain, parce que ce qu'imagine, à mon avis, c'est de reculer le plus possible vers l'Égypte, la bande de Gaza. Les habitants, mais aussi le territoire. Je ne pense pas qu'ils vont... Enfin, bon, dans un premier temps, d'après ce qui semble dit en Israël, dans un premier temps, le nord, Gaza en tout cas, peut-être même l'ensemble, va rester sous occupation militaire israélienne. Et bon, évidemment, il y a toujours des extrémistes, je ne sais pas dans quelle mesure ils sont d'ailleurs si extrémistes que ça, dans la population, qui veulent même refaire des kibbutzim, cette fois-ci, à l'intérieur de la bande de Gaza. Parce que les kibbutzim sont... Enfin, c'était d'ailleurs très risqué, bon, mais c'est la politique traditionnelle depuis 1948, ou même avant 1948, et Yishuv, d'avoir des installations plutôt militarisées, de colons avec la charrue d'un côté et la mitraillette de l'autre. Bon, c'était ça l'histoire des kibbutzim. Donc ils ont installé tous ces kibbutzim, voyons, même très proches de la bande de Gaza. Donc, c'est ceux-là qui ont été tous massacrés là, en majorité. Donc l'idée, ce sera, on ne voit pas, à mon avis, elle ne voit pas comment on reviendrait à la bande de Gaza d'avant. Alors l'Égypte, qui n'a jamais accepté aucun réfugié, jusqu'à quand pourra-t-elle... Ils attendaient l'élection, Sisi, bon, enfin, il n'y avait pas d'enjeu, mais enfin bon, maintenant que Sisi est élu, il peut éventuellement faire quelques concessions. Surtout si l'Arabie Saoudite, les Émirats, tout ça financent largement cette opération de dégagement, je ne sais pas quoi, de la bande de Gaza, parce que, je répète ce que je disais au début, l'intérêt des Émirats Arabes Unis, du Qatar et de l'Arabie Saoudite, c'est que ça se tasse, c'est qu'on n'en parle plus. On part dans l'année prochaine, enfin, dans 6 mois, que tout ça soit stabilisé et qu'on reprenne le cours normal des relations telles qu'ils avaient été envisagées au sein du Moyen-Orient, d'un nouveau Moyen-Orient. Donc, ça va... Les dirigeants de la péninsule arabe ne veulent pas remettre en cause tellement, et Israël non plus ne veut pas remettre en cause tellement, l'ouverture de relations de confiance. Donc ils ne veulent pas, évidemment. Bon, bonne ou mauvaise nouvelle dans ce sens, c'est que pour l'instant, ce qu'on appelle la rue arabe, les manifestations de rue qui emportent des régimes, c'est des millions de gens dans la rue, que ce soit en Égypte, au Maroc, ou en Arabie Saoudite, ça n'existerait pas, bien sûr, mais je ne sais pas où, au Liban, pour l'instant, même en Jordanie. On pourrait imaginer que le régime jordanien soit renversé par des manifestations de rue. Arabes, pro-palestiniens, et pour l'instant, bon, ça semble pour l'instant pas trop, c'est pas très répandu, c'est pas extraordinaire les manifestations pro-palestiniennes dans les pays arabes, dans ces pays arabes. Donc ça on dit. Et donc le Hamas n'est peut-être pas tellement en position de force. On dit le Hamas a gagné la première manche, mais j'en doute. J'en doute, parce que, bon, ils avaient gagné la première manche parce que toute la population, quand on voit les bombardements, évidemment, à la télévision, toutes les 5 minutes, bien sûr, la population, l'opinion, bien sûr, déplore tous les bombardements. Mais en fait, et ça pourrait donc aller en faveur du Hamas.
Mais en fait, le Hamas, pour l'instant, n'a pas beaucoup profité, je pense, de cette opération. Il faut dire d'ailleurs que la réalité des choses n'est pas du tout, évidemment, celle qu'on montre toujours sur les télévisions, et surtout sur les télévisions arabes, et que on parle que des bombardements, mais alors tout d'un coup, on nous dit qu'il y a des combats acharnés. Et il y a des morts parmi les soldats israéliens, et pas par petit nombre. Donc ça veut dire que quand même, il y a des combats. Et ça, les combats, on ne les voit pas. On voit des bombardements, des hôpitaux, tout ça. Et ça, c'est la télévision arabe, bien entendu, qui montre ça. Mais c'est pas, à mon avis, la réalité du terrain. Mais est-ce qu'on peut sérieusement envisager, à la faveur de ce conflit, la création d'un État palestinien? On en reparle actuellement. Oui, on en reparle, bizarrement, parce qu'au contraire, je pense que ce conflit, justement, on en reparle, à mon avis, on en reparle parce que c'est désespéré. Ce conflit a montré au contraire que plusieurs solutions toujours envisagées dans le passé sont caduques. On avait dit la solution à 2 États marche plus parce qu'il y a tellement de colonies. Colonies, ça s'appelle. Nous on disait implantation, parce qu'en anglais on dit settlements. On ne dit pas colonie. Je ne sais pas pourquoi. En français on emploie toujours ce mot de colonie. C'est des implantations. Nous, on a tout, d'ailleurs, quand j'étais là-bas, on disait toujours les implantations israéliennes en Cisjordanie. Et donc, ces implantations, maintenant, il y a 800 000 habitants, y compris en comptant Jérusalem-Est. Jérusalem-Est, il y a au moins 300 000, parce que c'est des grands immeubles dans la périphérie de Jérusalem. Alors qu'il y a. En Cisjordanie, à mon avis, il y a moins de 2 millions de Palestiniens. Bon. Il y en a 2 millions à Gaza, il y en a 2 millions arabes israéliens. Ça fait 6 millions. Et il y a à peu près 6 millions, enfin 6-7 millions de juifs. Oui, bon, moins les arabes israéliens, donc juifs israéliens, il doit y avoir 6 millions. 6-7. C'est équivalent, à peu près. Bon. Donc, solution 2 États, on disait, c'est pas possible, parce que où est le territoire comment ça fait penser un peu aux accords de Paris sur le Vietnam, où c'était on appelait ça d'ailleurs des tâches de léopard. C'est des tâches. Donc, en effet, la Cisjordanie sous contrôle palestinien, c'est ça, c'est des petites tâches dans un ensemble vert israélien. Et donc, à la suite de ça, on disait la solution, c'est de créer un État binational. Comment prendre de fait, bon, Gaza, on l'a toujours mis de côté parce qu'on ne sait pas comment traiter Gaza, mais Gaza, c'était un camp, comme ça, dans le coin. Mais le problème était la Cisjordanie, parce que c'est la Cisjordanie qui est en liaison avec la Jordanie, la Syrie. Donc, pour le traitement de la Cisjordanie, on avait dit, de toute façon, bon, ils sont intégrons, Jérusalem-Est aussi, Jérusalem. Donc, l'idée, ce serait plutôt d'intégrer dans tous les Palestiniens, comme on a intégré les Arabes israéliens, bon, et qu'il y ait donc des droits reconnus pour chacun. Bon. Alors ça, donc, les gens disaient, non, c'est pas possible, parce que la démographie fait que, bon, pour l'instant, c'est 50-50, enfin, si on compte Gaza, mais bon, enfin, pour l'instant, c'est 50-50, ou disons 60-40 pour l'instant, sans compter Gaza. Mais à l'avenir, on risquerait d'avoir une majorité arabe en Israël, du coup, la grande Israël qu'on aurait constituée. Bon. Et là, de toute façon, le 7 octobre montre une chose, c'est que ce soit 2 États ou un État, il n'y a plus de base dans les deux opinions, pour une coexistence. C'est-à-dire que c'est impensable aujourd'hui d'avoir les Palestiniens intégrés dans l'État d'Israël.
C'est impensable d'avoir un État palestinien en Cisjordanie qui lancerait des roquettes à 15 mètres, ou à Gaza. Donc, l'idée des deux États qui ressurgit aujourd'hui n'est pas l'idée des deux États d'avant. C'est l'idée de dire, moi j'ai vu, qui c'est qui a expliqué ça? Ah oui, c'est Vincent Lemire, dans le Nouvel Heure aussi. Il a dit, voilà, ce serait deux États, mais pas au sens territorial. C'est-à-dire qu'il y aurait une population palestinienne qui dépendrait, qui aurait son propre parlement. Ce qui est aujourd'hui l'autorité palestinienne, mais c'est ils n'ont pas fait d'élection. Ils ont fait des élections une seule fois en 2006, qui a été gagnée par le Hamas, donc personne ne les a reconnus, et surtout pas les grandes puissances démocratiques qui les avaient organisées. Du coup, que le résultat ne plaisait pas, le Hamas a été donc disqualifié, et c'est comme ça qu'on a l'autorité palestinienne depuis 2006, sans nouvelles élections, et gouvernée par Mahmoud Abbas, là, qui ne représente plus rien du tout. Donc l'idée, ce serait d'avoir deux États, mais deux États complètement séparés. C'est-à-dire, parce que là, actuellement, la solution des deux États qui était imaginée en 1993, ça suppose une coopération constante entre l'autorité palestinienne et Israël, pour la sécurité, pour l'économie, pour les taxes, pour tout ça. C'est complètement imbriqué. L'économie de la Cisjordanie, mais c'est même, on préserve toujours le cas de Gaza, mais il y a 150 000 Cisjordaniens qui travaillent en Israël, parce que s'il n'y a pas d'emploi en Cisjordanie, bon, sauf à reconstruire d'ailleurs les implantations juives, la plupart du temps, moi je l'avais vu déjà à l'époque, dans les années 80, c'est construit par les entreprises de travaux publics qui utilisent uniquement des ouvriers arabes. C'est les Palestiniens qui construisent les implantations israéliennes en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et tout ça. Bon. Donc l'idée, c'est donc actuellement, les solutions des deux États supposent une imbrication totale. Donc c'est impossible aujourd'hui, il n'y a plus personne ne se fait confiance. Donc il faut avoir. Maintenant, la situation des deux États dont on reparle, c'est une situation où il n'y ait plus du tout de contact. D'ailleurs, il y avait un mur. Israël avait déjà construit un mur. Où il n'y a plus du tout d'échange. Donc plus de contact. Mais oui, mais c'est possible comment ça? Et donc, forcément, c'est toujours la même chose, ça va retomber sur le dos de la Jordanie. Et l'Égypte pour Gaza. Ça peut être comme réfugié, mais en tout cas, les Cisjordaniens, à mon avis, la position palestinienne, le sol qui reste de population palestinienne en Cisjordanie va être actuellement contrainte soit à partir à partir en Jordanie, soit à accepter un statut de seconde zone en étant en Israël, étant entendu que le but affiché des partis les plus à droite en Israël, c'est d'annexer la Cisjordanie. Et c'est d'ailleurs les accords d'Abraham qui ont empêché d'aller dans ce sens. Les Émirats arabes unis, Maroc sans doute aussi, avec les États-Unis, ont dit oui, mais à ce moment-là, on veut bien avoir des relations diplomatiques avec Israël, mais qu'il n'y ait pas d'annexion de la Cisjordanie. Très bien, merci Dominique pour ces perspectives, ces rappels historiques, ces perspectives. Merci beaucoup.